Voir ensemble. Voir demain 481, octobre à décembre 2020. Voir ensemble. Sommaire. Édito. La solidarité n'est pas un vain mot. Dossier. Déconfinons la solidarité. Et maintenant, la solidarité pour ne pas être isolé. La pandémie chez nos partenaires. Une action concrète. Le télétravail, une chance pour les personnes handicapées. Regard intérieur. Passage de témoin. Dépasser le confinement. Regard d'ici, notre environnement a un enjeu pour l'avenir. Zoom, zoom, zoom. Regard inclusif. Le second tour des municipales. Adopter un geste solidaire. Regard croisé. Garder le cap avec azimut. Le sens de l'action. Des briques Lego en braille. Voir ensemble. Les couvertures. À la une. Une association face à la crise sanitaire. Photo. Mise en image d'un geste solidaire. Une personne voyante accompagne une personne déficiente visuelle lors d'un déplacement en utilisant la technique de guidage en tenant par le coude. Les acteurs de la photo sont Marie-Claude Crescent, administratrice de Voir Ensemble, et Olivier Randria, agent de développement à Voir Ensemble, pris sur le vif par le photographe en sortant de l'auditorium lors de l'AG 2020. Retrouvez-nous sur le site internet www.voirensemble.asso.fr, Facebook @association Voir Ensemble, Twitter Voir Ensemble. Voir demain, revue de l'association Voir Ensemble, mouvement chrétien des personnes aveugles et malvoyantes. Association reconnue d'utilité publique en 1954, 15 rue Maillet, 75 006 Paris. Téléphone 01 53 86 00 00. Voir demain @voirensemble.asso.fr. Directeur de la publication Jacques Charlin. Directrice de la rédaction Marion Montessuie. Comité éditorial Nicolas Blinot, Marie-Claude Crescent, Cécile Guimbert, François Lanier, Roger Lordon, Olivier Randria, Sylvie Thésée. Imprimeur Braille, ESAT Renaissance, 10 rue Colbert, 59 800 Lille. Édité en caractère ordinaire, braille intégral et abrégé, en version électronique et audio, accessible sur le site internet de l'association. Dépôt légal, 1er octobre 2020. Quatrième de couverture. AG 2020, tous masqués. Dans la salle comme à la tribune, tout le monde était masqué pendant l'Assemblée générale 2020 de l'association Voir Ensemble, avec une distance de sécurité entre chaque participant. Photo. Les participants dans la salle de l'auditorium, tous masqués et respectant la distance physique, en laissant un siège libre entre chaque. 2. Après ouverture de la journée par le président national, Jacques Charlin, le père Franck Souron, vicaire épiscopal en charge des personnes handicapées du diocèse de Paris, présente son action aux membres de Voir Ensemble, en présence de Jacques Charlin, président national, de notre ancien aumônier national Roger Lordon,
qui a quitté ses fonctions le 31 août, et de son remplaçant Hervé Rollin. Roger nous présente son dernier rapport d'activité. Il ne nous quitte pas pour autant, restant aumônier du groupe du Rhône. Comme depuis 2018, nous étions chez les frères, en bas de la rue Maillet, dont les espaces, auditorium, jardin, salle à manger, sont très accueillants. 3. Pendant le repas, tout le monde ôte son masque bien évidemment. 4. Chez les frères, les jardins à côté de la salle à manger. 5. Présentation des rapports d'activité de l'année 2019 avec en tribune de gauche à droite Bertrand Laine, vice-président, Dominique Guénaud, commissaire aux comptes, Dominique Alain, trésorier national, Roger Lordon, ancien aumônier national, Jacques Charlin, président, Marion Montessuie, directrice générale, Mathieu Juglar, vice-président, Isabelle Buisson, secrétaire du conseil pastoral. Voir ensemble. Éditorial. La solidarité n'est pas un vain mot. Bertrand Laine, vice-président de Voir ensemble. Nous sortons de 2 mois de confinement, période difficile pour chacun d'entre nous. Le numéro précédent de Voir demain montrait comment notre siège, nos établissements et services se sont adaptés à la situation sanitaire, avec ses contraintes, en faisant preuve d'imagination, de mobilisation et d'adaptation. Ce numéro revient sur la solidarité qui s'est exprimée à travers notre mouvement pendant cette période, par ses adhérents, ses commissions et plus largement à travers le pays. Nous avons tous vécu cette solidarité auprès des soignants en ouvrant notre fenêtre à 20 heures. Nous l'avons constaté à travers les très nombreuses initiatives solidaires et innovantes qui ont fleuri à travers tout l'Hexagone. Notre mouvement s'en est fait l'écho par l'œil affûté du suricate qui, semaine après semaine, nous régalait de sa chronique qui nous a tenus en éveil et en haleine par ses coups de cœur et ses bons plans solidaires. Cette solidarité s'est exprimée par les réunions d'échange très régulières que la Commission de la Solidarité Internationale, CSI, a tenues par téléphone pendant le confinement. Elle n'a jamais mieux porté son nom, par les méditations que la commission pastorale nous a proposées jour après jour, pour nous encourager à profiter de ce temps particulier pour réfléchir, par notre commission plaidoyer qui a mené une action pour promouvoir les gestes solidaires. Le poids des mots. Je voulais insister sur cette campagne de sensibilisation. Face au vocabulaire ambiant des gestes barrières et de la distanciation sociale, Voir ensemble a préféré les gestes solidaires et la distanciation physique. En effet, même s'il s'agit de simples mots, ils sont lourds de sens. Dans son esprit d'ouverture, Voir ensemble a préféré, et préfère toujours, parler de gestes solidaires pour préserver la santé de tout le monde, de distance spatiale, car celle-ci n'exclut pas la proximité sociale, plus indispensable que jamais, et cette situation sanitaire ne devait pas et ne doit toujours pas, puisque la pandémie n'a hélas pas dit ces derniers mots, faire oublier que la solidarité est contagieuse. Dans cet esprit solidaire, je retiens également la très belle intervention, à notre dernière Assemblée générale, du père Franck Souron, récemment nommé vicaire épiscopal pour les handicaps par l'archevêque de Paris, qui a insisté sur l'ouverture à l'autre dans sa différence. D'ailleurs, au-delà du seul handicap, ne sommes-nous pas tous différents par notre unicité d'individus ? Un passage de témoin. Enfin, la solidarité ne se vit pas qu'au présent, mais aussi dans le futur, par des signes de passage de témoin.
Cette solidarité au long cours se matérialise particulièrement à voir ensemble ces temps-ci. Tout d'abord, notre aumônier national, Roger Lordon, passe le témoin pour cette même fonction à Hervé Rollin, à qui nous souhaitons la bienvenue, et nous savons que Roger conservera une part active dans notre mouvement, et nous le remercions pour ses 9 années de dévouement au sein de Voir Ensemble. Ensuite, j'ai l'insigne honneur d'avoir été élue à la vice-présidente de notre mouvement pour succéder au très regretté François Lanier. J'espère être à la hauteur de l'héritage que François nous laisse et que je remercie pour tout ce qu'il m'a apporté, notamment lorsque je l'ai côtoyé à la Commission nationale sport, loisirs, culture, CNSLC. J'espère, François, être le digne passeur de témoins de toutes les valeurs que tu m'as enseignées par ta simple présence à mes côtés. Comme l'enseigne Jésus, et François ne le démentira pas, aimons-nous les uns les autres et, en cette période de pandémie, puisqu'elle n'a pas encore rendu les armes, prenons soin les uns des autres par les gestes solidaires qui n'oublient pas pour autant la sécurité dans un monde qui, me semble-t-il, veut nous entraîner vers l'abîme de l'individualisme, de l'égoïsme et du communautarisme. Mais la solidarité veut dire aussi confiance et résistance face à cette tendance sociétale globalisante. Solidairement vôtre. Voir ensemble. Dossier. Et maintenant, à l'heure où l'épidémie repart un peu partout, que reste-t-il de la période singulière qu'a été le confinement? Que nous a-t-elle appris pour faire face ensemble à l'incertitude, à l'isolement, au besoin d'adapter nos fonctionnements? Cette vie, entre parenthèses, pour beaucoup, a été l'occasion de mesurer à quel point la solidarité était une valeur forte, indispensable pour gérer au mieux les situations difficiles qui s'imposent à nous. Une valeur qui fait partie de l'ADN de Voir Ensemble, qui a poursuivi son combat pour une société plus inclusive et solidaire. L'isolement, le chacun pour soi, nuisent gravement à la santé de la société et la solidarité est le contre-virus idéal pour lutter contre ces fléaux. Appliquer des gestes solidaires ne suggère par ailleurs en aucun cas de laisser tomber les gestes barrières, une précaution fondamentale. Après un numéro dédié très largement à l'organisation au temps du confinement au sein de nos établissements et services, avec des retours des groupes, vous trouverez dans les pages qui suivent des témoignages de la mobilisation des commissions nationales de Voir Ensemble. Plaidoyer, pastoral, solidarité internationale, sport, loisirs et culture. Voir ensemble. Déconfinons la solidarité. Olivier Randria, agent de développement en charge du plaidoyer à Voir Ensemble. Cette crise sanitaire a montré que nous sommes toutes et tous vulnérables, que l'on soit en situation de handicap ou non. Elle nous a rappelé, si on en avait encore besoin, que la solidarité entre citoyens reste la réponse la plus pertinente en temps de crise. Il y eut beaucoup d'actions solidaires initiées soit par des associations, des collectifs ou par des citoyens dans nos communes, nos quartiers ou même en ligne. Malgré un confinement de 55 jours, rien n'a semblé entraver ce formidable élan de solidarité et de coopération. Le Suricat, dans sa chronique envoyée à nos membres durant ces semaines, n'a pas cessé d'en parler dans ses coups de cœur. Un objectif, sensibiliser le grand public. Toutefois,
Avec le déconfinement et la mise en place de mesures sanitaires appelées gestes barrières, des craintes se sont exprimées par nos membres déficients visuels. Ces gestes barrières s'appuient, entre autres, sur une distance minimale à adopter entre les personnes, souvent assortie d'un marquage spécifique dans les lieux publics et les transports. Comment respecter cela quand on est aveugle ou malvoyant? Comment être aidé dans nos déplacements alors qu'il est demandé aux citoyens de rester distants les uns des autres? Oui, il est primordial de lutter contre la Covid-19. Cependant, il faut aussi comprendre qu'une application trop stricte de ces mesures risque d'isoler encore plus les personnes déficientes visuelles. Reprenons l'exemple du guidage. Vous imaginez accompagner une personne aveugle à la voie avec plus d'1 mètre de distance entre elle et vous, et bien sûr sans l'aider de vos bras? C'est là le message qu'a voulu porter Voir Ensemble avec sa campagne de sensibilisation envers le grand public. Nous invitons nos concitoyens à adopter des gestes solidaires pour que l'entraide envers les aveugles et malvoyants qui existait avant le confinement continue bien après. Il nous a semblé nécessaire de sensibiliser le grand public et de le rassurer. Le handicap visuel n'est pas un facteur de risque pour les autres. Retrouvez les gestes solidaires dans la rubrique Regard inclusif. Voir ensemble. La solidarité pour ne pas être isolé. Christian Puissant, responsable de la Commission nationale sport, loisirs et culture, CNSLC. La solidarité au sein de la CNSLC, c'est, par définition, la rencontre fraternelle entre des personnes déficientes visuelles et voyantes. L'accompagnement, le dialogue, l'entraide sont indissociables pour la nécessité d'une activité, qu'elle soit sportive, de loisirs, culturelle ou pour s'extérioriser vers les autres. Sans cela, les actions que nous menons en faveur des adhérents de l'association ne pourraient être réalisées. Dans la période que nous vivons, nous réalisons combien cette valeur que porte notre association est vitale pour les déficients visuels. Le 17 mars arrivait le confinement suite à la pandémie du coronavirus et malgré les déconfinements successifs, cela a provoqué l'annulation de nos voyages et de la randonnée. Loin de nous démoraliser, cette période a renforcé notre cohésion. Ne pouvant nous rencontrer physiquement, ayant à disposition plus de temps et le stress de nos vies quotidiennes en moins, des réunions de travail téléphoniques ont eu lieu régulièrement, faisant découvrir le principe de la conférence téléphonique à certains. Ces réunions ont permis de faire le point sur la situation, de suivre les évolutions pour adapter nos décisions quant à la prévision de nos activités, de déterminer la stratégie à venir de notre commission et de préparer le calendrier 2021, qui, nous l'espérons, permettra de nous retrouver ensemble pour partager de bons moments de convivialité. Voir ensemble. La pandémie chez nos partenaires. Alain Bardet, membre de la Commission de la Solidarité Internationale, CSI. Nos partenaires africains sont bien plus éprouvés que nous par la pandémie. En général, les cours ont été interrompus à partir du mois de mars et les élèves ont dû regagner leur famille, souvent démunis et devant faire face à l'augmentation du prix des denrées et des produits de première nécessité. L'arrêt ou la réduction des moyens de transport a rendu difficile, voire impossible, le suivi des élèves handicapés, particulièrement ceux vivant en zone rurale. Des témoignages reçus, il ressort que beaucoup d'associations chez nos partenaires
ont mis en place différentes stratégies, des actions de plaidoyer, les mesures prises dans les divers pays ne prenant pas réellement en compte le handicap, des demandes d'appui auprès des ONG, la distribution de nourriture, de kits de protection, l'organisation de formations aux gestes barrières et aux mesures sanitaires dans les centres, tâche ardue quand l'eau est une denrée rare et que le handicap visuel implique l'usage intensif du toucher et souvent une relation de proximité. Un de nos partenaires camerounais de longue date, le Centre des jeunes aveugles de Tchang, CJAD, a réalisé un film montrant comment cette période de confinement a été mise à profit pour intensifier la formation à la bureautique, la production d'objets artisanaux dans le cadre des activités génératrices de revenus soutenues par la CSI et l'initiation au braille d'enseignants de l'éducation nationale. Comme le souligne l'ANAC, Association nationale des aveugles du Cameroun, grâce à l'efficacité des mesures prises et à la prudence des personnes handicapées visuelles, le virus les a dans l'ensemble relativement épargnés. Le Comité national des femmes aveugles du Cameroun, la CONAFAC, a entre autres organisé des ateliers sur la fabrication du gel hydroalcoolique. De nombreux partenaires ont sollicité l'appui de la CSI, demande auxquelles nous répondons dans la mesure de nos modestes moyens. Retrouvez les actions de la Commission de la solidarité internationale sur le site internet de Voir Ensemble, https://www.voirensemble.asso.fr/les-commission/solidarité-internationale et l'intégralité des témoignages dans le prochain Solidarité Magazine. Voir ensemble. Une action concrète pour chacun d'entre nous. La CSI a lancé en juillet 2020 une collecte de téléphones, tablettes numériques, dictaphones, dans le cadre du soutien qu'elle apporte à la scolarisation des enfants et étudiants aveugles et malvoyants des pays d'Afrique francophone. En faisant don d'anciens appareils que vous n'utilisez plus, vous pouvez apporter une aide importante aux personnes qu'elle accompagne. Elle collecte les appareils Android ou iPhone en état de marche, débloqués et entièrement réinitialisés avec leur chargeur. Les tablettes et dictaphones numériques, munis de fonctions d'accessibilité, sont également recherchés. Pour toute information complémentaire, csi@voirensemble.asso.fr. Les appareils sont à envoyer à Commission Solidarité Internationale, Voir Ensemble, 15 rue Maillet, 75 006 Paris. Merci à ceux qui ont déjà donné et à ceux qui vont le faire bientôt. N'hésitez pas à faire passer le message autour de vous. Voir ensemble. Le télétravail, une chance pour les personnes handicapées? Bertrand Laine, vice-président de Voir Ensemble. La situation sanitaire en 2020 nous a obligés à questionner notre organisation du travail. Pour les uns, le télétravail a semblé être la solution idéale, y voyant même une bonne idée pour régler les inégalités dues au handicap. Pour d'autres, cette possibilité n'a pas été possible du fait de logiciels métiers non accessibles en connexion à distance, en particulier pour les personnes handicapées visuelles. Un article paru dans Libération du 30 avril 2020, en plein confinement,
rédigé par des chercheurs ès-qualité et intitulé « Télétravail, une opportunité pour réduire les inégalités liées aux handicaps » m'a fait bondir. Au-delà du titre de l'article, lourd de sous-entendus, le chapeau de celui-ci était encore plus explicite. Je cite: « Le télétravail permet aux personnes en situation de handicap de travailler davantage d'égal à égal. Personne n'a besoin de s'adapter spécialement à l'autre. Le télétravail peut ainsi être en partie une réponse à la possibilité de concilier certains impératifs liés au handicap à l'organisation du travail. » Je prenais connaissance de cet article alors que j'avais déjà été contraint de télétravailler 1 mois et demi en raison des grèves des transports en commun parisiens et que j'y étais à nouveau contraint depuis le début du confinement. Autrement dit, en 5 mois, je n'ai pu travailler en présentiel que moins de 2 mois entre ces 2 événements. Quel choc pour moi qui suis habitué depuis plus de 20 ans d'activité professionnelle à côtoyer des collègues de travail de visu. Je passe rapidement sur les détails matériels. N'étant pas un télétravailleur officiel pour mon entreprise, j'étais obligé d'utiliser mes périphériques personnels, clavier, souris, écran et suffisamment de ports USB pour brancher mon imprimante scanner en USB sur mon ordinateur portable professionnel et contraint de débrancher, brancher le tout le matin pour télétravailler et de débrancher, rebrancher le tout le soir sur mon ordinateur personnel pour pouvoir utiliser mes périphériques personnels à des fins personnelles. Donc, difficile dans ces conditions de dissocier vie professionnelle et personnelle, ce qui me semble être l'un des dangers du télétravail systématique. Et je ne parle évidemment pas des familles avec enfants. Mais la question des adaptations matérielles n'est pas là l'essentiel. L'essentiel se trouve dans cette affirmation de l'article précité qui pose le télétravail comme une chance pour les personnes en situation de handicap, voire de devenir l'alpha et l'oméga de la forme de travail courante pratiquée en France quand la fonction le permet, une norme dangereuse me semble-t-il. Le confinement aurait-il donné des idées au patronat et aux gouvernants pour faire des économies d'échelle? La France était très en retard par rapport à certains pays concernant le télétravail, mais craignons qu'elle ne rattrape ce retard trop rapidement. Nos gouvernants affirment, à longueur de déclarations et d'articles, que l'inclusion des personnes en situation de handicap doit être la ligne directrice de la politique menée pour elles. Admettons. Même si je n'en suis pas convaincu, mais c'est un autre débat, mais cela vient en contradiction avec l'affirmation de l'article précité, suivant lequel le télétravail permet à ce que personne n'a besoin de s'adapter spécialement à l'autre. C'est trop facile, sauf pour les partisans du moindre effort d'adaptation organisationnelle et matérielle, avec leur éventuel impact financier, ce qui reste à voir puisque l'AGFI ou le FIF peuvent pallier ces coûts. La loi du 11 février 2005 affirme que l'environnement, la société, doit être adapté et s'adapter à la personne en situation de handicap et non l'inverse. Cela ne veut pas dire que la personne en situation de handicap ne doit pas faire d'efforts d'adaptation, mais c'est avant tout à l'entreprise, pour la question qui nous concerne, d'adapter les moyens et de s'adapter, mais certainement pas en confinant systématiquement la personne en situation de handicap à une situation de télétravail non choisi. L'inclusion des personnes en situation de handicap passe par une vie sociale réelle et non virtuelle,
comme pour tout être humain. Le télétravail peut donc être une possibilité de mode de travail partiel ou ponctuel choisi, mais certainement pas une norme édictée pour des questions d'économie budgétaire et d'affranchissement pour l'entreprise de tout effort d'adaptation humaine et organisationnelle pour leurs travailleurs en situation de handicap. Après avoir fait du télétravail la solution miracle pour l'inclusion professionnelle des personnes handicapées, l'article précité conclut en 5 lignes. Le télétravail peut aussi accroître le risque d'isolement de personnes déjà fragiles. Il pourrait aussi aboutir à de nouvelles formes d'exclusion sociale si les personnes en situation de handicap sont mal accompagnées dans cette transition. Cela étant, cette généralisation forcée du télétravail est une chance pour développer, expérimenter de nouvelles relations au travail que nous pouvons espérer plus égalitaires et inclusives. Génération forcée, sans commentaire. Développer, expérimenter? On développe ou on expérimente avant de développer? De nouvelles relations au travail que nous pouvons espérer plus égalitaires et inclusives? Plus égalitaires sans doute, si le télétravail se généralise par la force des choses. Plus inclusive, j'en doute, pour l'avoir expérimenté à titre personnel et pour l'avoir très mal vécu. Cette tendance à la généralisation du télétravail me semble être un risque tant pour les personnes en situation de handicap que pour l'ensemble des travailleurs qui ne souhaitent pas la systématisation de cette forme de travail, même si elle doit rester une possibilité à la convenance et au rythme de chacun et chacune pour celles et ceux qui le souhaitent. Voir ensemble. Regards intérieurs. Passage de témoin. Roger Lordon a été notre aumônier national de septembre 2011 au 31 août 2020. Il aura accompagné Voir ensemble dans de nombreux événements. Outre les pèlerinages annuels et autres temps forts de notre pastorale, il était avec nous à la basilique Saint-Denis lors du 90e anniversaire de l'association et lors des messes télévisées avec le Jour du Seigneur. Il a passé le relais à Hervé Rollin le 1er septembre 2020. Roger demeure aumônier du groupe du Rhône. Hervé, malgré sa malvoyance, a été responsable du groupe de la Moselle et aumônier de l'hospitalité pendant plusieurs années, un engagement qu'il continue aujourd'hui. Photo. Une photo prémonitoire. Hervé tient le bras de Roger pour se déplacer lors de la messe à la basilique Saint-Denis à l'occasion des 90 ans de l'association Voir ensemble. Voir ensemble. Dépasser le confinement. Dominique Alain, trésorier national de Voir ensemble et trésorier de son conseil pastoral. À l'initiative de Roger Lordon, il a semblé important de garder le lien avec toutes les instances de Voir ensemble durant cette période troublée de la pandémie qui nous a cloîtrés chez nous pendant presque 2 mois. Dans son souci de fraternité et de solidarité, thème de l'année de Voir ensemble, que nous devions vivre à Lourdes, plus particulièrement cette année, le conseil pastoral, par la voix de ses aumôniers et de ses responsables, a proposé chaque lundi une réflexion chrétienne. Ces méditations ont permis à beaucoup d'entre nous de vivre cette relation et cette convivialité qui se veulent vivantes au sein de notre mouvement. Privés de la communauté paroissiale durant cette période, nous avons vécu ce temps troublé en communauté Voir ensemble grâce à ces textes. Nous avons eu des retours très positifs et c'est là que nous avons décidé
de poursuivre au-delà du confinement. Nous avons été privés en cette année de pèlerinage. Aussi, il nous a semblé bon de nous retrouver unis lors de la messe du mardi matin, retransmise depuis Lourdes. Une méditation pour nous aider à vivre cette absence a été proposée par l'Hospitalité Notre-Dame de la Lumière et son aumônier Hervé Rollin. C'est la semaine où, de tous les horizons, nous devions nous retrouver en fraternité à Lourdes, au pied de la grotte où nous attendent Marie et Bernadette, avec ce magnifique mouvement qu'est Voir ensemble, soucieux que tous et toutes prennent leur place dans la société et dans l'Église, en particulier nos sœurs et frères déficients visuels. Nous avons vécu cette semaine en pèlerinage spirituel en lien les uns avec les autres, en nous joignant le mardi matin pour vivre la messe d'ouverture de notre pèlerinage en lien avec les sanctuaires de Lourdes. Nous étions tous en communion intime et spirituelle. Nous avons porté dans la prière celles et ceux qui désiraient venir en pèlerinage, les membres de nos groupes, les membres les plus fragiles et plus vulnérables pour qui l'hospitalité propose son service d'accompagnement et de soutien, et les enfants qui peuvent bénéficier de Mentalo. Nous avons prié, plus particulièrement durant cette semaine, nous les pèlerins confinés, en associant tous les membres de notre association, adhérents, personnes accueillies, personnel de nos établissements et services, qui sont le ferment et la fierté de notre association et mouvement. Nous devons rester, durant cette semaine et bien sûr au-delà, solidaires pour que nous soyons tous sur ce chemin de fraternité. La tendresse et la douceur de Marie nous a portés durant cette semaine et nous a conduits à la joie de la résurrection de son Fils qui a vaincu la mort. Que la conception immaculée de Marie et la lumière de la résurrection nous apportent la joie, la paix et la sérénité de la vraie espérance. Après l'annulation du pèlerinage à Lourdes, on nous a proposé d'assister à la messe à la grotte par l'intermédiaire d'Internet. Pour ceux qui n'avaient pas d'accès à Internet, nous nous sommes réunis à plusieurs par téléphone. J'ai posé le téléphone près de l'écran d'ordinateur et nous avons pu tous entendre et participer à la messe. Un moment de partage intense. Aline, groupe du Rhône. Photo. L'écran d'ordinateur avec l'image de la grotte à Lourdes dans la salle de séjour. Voir ensemble. Regard inclusif. Le second tour des municipales. Olivier Randria, agent de développement en charge du plaidoyer à Voir ensemble. Nous vous en avions parlé dans les 2 derniers Voir demain. Voir ensemble s'est mobilisé cette année avec la CFPSAA, la FAF, l'AVH et la Fédération des associations de chiens guides pour interpeller nos futurs élus. Avant le confinement, nous avions d'ailleurs lancé un communiqué commun, un document d'interpellation à destination de nos membres et Voir ensemble a accueilli une table ronde avec 5 représentants de listes candidates sur Paris le 27 février. La crise sanitaire est passée par là et le second tour, initialement prévu le 22 mars, a été reporté au 28 juin. Cela n'a pas empêché nos associations de poursuivre la mobilisation initiée en février. Nous avons rappelé les 3 thèmes que nous avions décidé de mettre en avant, même si nous sommes d'accord que d'autres sujets sont tout aussi importants. La mobilité dans les communes avec le problème croissant des trottinettes, l'accessibilité à l'information municipale, l'accueil des chiens guides. Nous avons également tenu à redire
que le confinement n'a pas mis en sommeil les difficultés rencontrées au quotidien par les personnes déficientes visuelles, bien au contraire. De même, cette période inédite n'a pas non plus altéré le moins du monde la volonté de nos associations de continuer à travailler ensemble pour interpeller les futurs élus. Nous comptons poursuivre l'année prochaine aux élections départementales et régionales. Retrouvez l'ensemble de nos campagnes de plaidoyer sur notre site internet https://www.voirensemble.asso.fr/notre-plaidoyer. Voir ensemble. Adopter un geste solidaire. Olivier Randria, agent de développement en charge du plaidoyer à Voir ensemble. L'emploi des termes gestes solidaires fait évidemment écho aux gestes barrières. Oui, il faut se protéger et protéger les autres de la Covid-19, mais il est vrai que le terme barrière peut être ressenti comme négatif. Surtout si à cela s'ajoute la distanciation sociale. On va mettre des barrières entre les gens? En période de crise, nous avons plus besoin de ponts entre nous et de casser les murs, source d'individualisme et de peur. Les barrières, les obstacles, les personnes en situation de handicap en avaient déjà suffisamment dans leur quotidien, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le monde d'avant. Ne pensez-vous pas que geste protecteur serait plus positif? Dans cette communication, nous avons préféré employer distanciation physique. La distanciation sociale, pour nous, cela fait penser à l'isolement, un sentiment difficile que beaucoup ont éprouvé ces derniers mois. Pas d'individualisme, pas de barrière. Pour le monde d'après, nous prônons les gestes solidaires. Voir ensemble a donc communiqué largement dès le 18 mai sur ces 4 gestes solidaires. Premièrement, aider au déplacement. Je vois une canne blanche, je propose mon aide pour le déplacement. Que ce soit dans les transports, dans la rue pour traverser, dans les lieux publics où des marquages imposent une distance, vous pouvez nous prêter vos yeux ou votre bras. Photo. Une personne déficiente visuelle se déplace avec sa canne blanche en tenant le bras d'une personne voyante. Les deux sont masqués. Deuxièmement, rompre l'isolement. Je connais une personne déficiente visuelle. Je prends de ses nouvelles. Dans un monde où tout se passe essentiellement par la vue, notre handicap nous isole logiquement. Cette pandémie qui demande à limiter les rencontres peut aggraver ce sentiment. Vous pouvez aussi vous engager auprès des associations de la déficience visuelle. Photo. On voit les mains d'une personne qui tient un téléphone portable et qui compose un numéro. Troisièmement, aider pour les courses. Alors que les personnes déficientes visuelles utilisent fréquemment le toucher pour faire leurs courses en toute autonomie, la situation actuelle va donc les impacter dans ces gestes du quotidien. Dans les commerces, quand vous rencontrerez une personne aveugle ou malvoyante, proposez-lui votre aide pour lui décrire les produits. Photo. Une personne tient des sacs de courses qui semblent lourds et bien remplis. On ne voit pas sa tête, mais on devine aisément qu'elle est voyante, car elle avance chargée d'un pas résolu, sans canne blanche ou GPS de guidage. Quatrièmement, la solidarité est contagieuse. Notre handicap n'est pas contagieux, mais la solidarité, oui. Ne confinons pas l'entraide. La solidarité est notre force pour sortir ensemble de cette pandémie. Photo. Une ribambelle de personnages de différentes couleurs. Voir ensemble.
Regard d'ici. Notre environnement, un enjeu pour l'avenir. Benoît Puot, adjoint technique de l'ESAT du Puch, Sauveterre de Guyenne, département 33. Depuis plusieurs années, le domaine du Puch réfléchit à une évolution progressive de ses productions vers des techniques de culture plus respectueuses de l'environnement. La production horticole est ainsi conduite en protection biologique intégrée. La petite part de maraîchage développée depuis 2 ans est conduite en permaculture. 17 hectares de terre conventionnelle ont été convertis en culture biologique par l'implantation de luzerne. L'atelier de compostage s'inscrit dans le cadre d'un cercle vertueux et d'un projet innovant au niveau du territoire. Comme vous le devinez, le devenir et les orientations techniques de production pour la vigne et le vin sont au cœur de nos réflexions depuis quelques années. Dans le contexte actuel, agribashing, plan éco-phyto 1 et 2, toutes les propriétés agricoles se posent la question de l'orientation technique et environnementale de leur production. Nous avons engagé cette réflexion pour le Puch en questionnant les différents dispositifs qui existent. Haute valeur environnementale, dite aussi HVE, graduée de 1 à 3, système de management environnemental dit SME, viticulture biologique. Tous ces labels ont pour point commun de prendre en compte l'environnement de production, la part des intrants, il faut comprendre fertilisation et produits de traitement ou œnologiques, le respect de l'humain et sa sécurité. Cette interrogation, voire cette remise en cause de principes de production en place depuis plusieurs années, s'inscrit dans un contexte. Les choses ont évolué depuis 50 ans. Nous sommes passés de récoltes moyennes avec peu d'intrants utilisés à de belles récoltes où on en utilisait trop. L'agriculture est encore dépendante de la chimie et de la pétrochimie, cette dépendance ayant conduit à des excès, voire à perdre le sens d'une production censée nourrir les hommes. Depuis quelques années, une prise de conscience des dérives et la recherche de sens dans les différents systèmes de production agricole ont permis de faire émerger des systèmes de production plus vertueux. La difficulté réside dans le fait qu'il faut avoir un raisonnement global pour chaque production, choisir l'engrais organique ou le compost lors de la plantation de la vigne est une étape dans la démarche d'élaboration du vin qui sera mis en bouteille. C'est déjà une pratique en place pour le domaine du Puch. Arrêter le désherbage chimique des vignes pour favoriser la dynamie du sol. Mais quelle technique et quel matériel choisir pour maîtriser l'enherbement et la concurrence avec la vigne en place? Le terroir du domaine du Puch est constitué de sols argilo-calcaires qui sont exigeants et limitants en temps d'intervention. Comment sécuriser une production technique et quantitative avec un nouveau cahier des charges plus restrictif, moins de traitements phytosanitaires? Quelle incidence économique auront toutes les interventions supplémentaires liées à la mécanisation et au temps de travail humain toujours croissant? Doit-on obtenir un label environnemental type HVE ou SME ou se diriger vers une production biologique intégrale? Et pour chaque sujet, quelle place et quelle implication allons-nous donner aux usagers de l'atelier? Voilà toutes les questions qui nous animent. Un nouvel investissement humain. Si le domaine du Puch est aujourd'hui en viticulture raisonnée, nous souhaitons aller vers un label qui revalorise des pratiques professionnelles déjà en place, mais qui soit aussi lisible et compréhensible par les acteurs, nos usagers et nos professionnels, nos consommateurs et clients. Nous souhaitons procéder par étapes.
La vigne étant une plante pérenne, elle nous impose des changements progressifs et, cela à l'inverse d'un contexte économique profondément bouleversé. L'accès au cahier des charges du label HVE de niveau 3 serait pour nous la première étape. Les axes d'amélioration devraient faire apparaître quelques investissements matériels, mais aussi une implication des usagers avec des temps de travaux manuels et mécaniques plus importants. Cette démarche imposera plus d'observations dans le vignoble et renforcera la traçabilité déjà exigée sur nos pratiques et nos vins. À ce jour, nous avons déjà un diagnostic environnemental de la production vitivinicole, diagnostic SME, réalisé il y a 2 ans. Nous sommes accompagnés actuellement par la Chambre d'agriculture. La conversion vers la viticulture biologique pourrait être l'étape suivante pour le domaine du Puche, mais une évaluation globale devra être réalisée avant de s'engager. Pour information, la Gironde a enregistré 25% de conversion des exploitations viticoles vers le bio en 2019. Enfin, nos réflexions et engagements seront ajustés à partir des évolutions et contextes qui changent très rapidement. Des progrès techniques sont en cours, développement des cépages résistants aux maladies, produits de biodéfense ou biostimulants, recherche permanente sur les modélisations des maladies. L'orientation environnementale est déjà présente au domaine du Puche. De nouvelles étapes et challenges nous attendent. Encadrer. Après le concours de Paris et Lyon, une nouvelle récompense pour les vins du Puche au concours de Bordeaux. Une médaille d'or pour notre Bordeaux rouge 2019 et une médaille d'argent pour le Bordeaux rosé 2019. Une pensée particulière aux usagers de l'ESAT qui travaillent au quotidien pour réaliser ces vins avec passion, ainsi qu'à leur moniteur d'atelier, Laurent, qui les accompagne au quotidien. Photo 1. Des grappes de raisin vert. 2. Un carton de vin blanc du Puche, extrêmement apprécié. Voir ensemble. Zoom Zoom Zoom, Marie-Claude Crescent, administratrice de Voir Ensemble, Cécile Guimbert et Jean-Noël Lucas, membres du groupe de Paris. La solidarité peut être ludique, ne pas demander de grands gestes héroïques, mais des petits gestes du quotidien, comme de faire la lecture aux autres, de les divertir pour leur faire oublier la tristesse d'un moment difficile. Le groupe de Paris s'est fortement mobilisé pour égayer ses troupes. Retour sur de bons moments. Le groupe de Paris a mis en place 4 fois par semaine une permanence avec des thèmes différents en fonction des jours. L'initiative est partie de la volonté de proposer un partage spirituel au moment de la Semaine Sainte. Marie-Claude et Muriel ont préparé les textes et organisé l'animation grâce à l'abonnement Zoom de Muriel. Pour que tout le monde soit bien au rendez-vous, un mail avec les codes d'accès a été envoyé via une mailing list. Par la suite, l'organisation s'est précisée. Lecture d'un livre par Sandra les mardis et samedis. Revue de presse le mercredi grâce à Agnès. À cela se sont ajoutées des séances libres pour échanger des nouvelles des uns et des autres, rassurer, faire baisser la pression, la sensation d'isolement, mais aussi des témoignages de personnes qui revenaient sur leur parcours de vie.
Assez rapidement, les séances ont été enregistrées, ce qui a permis aux personnes qui n'étaient pas disponibles sur le moment ou celles qui en avaient envie de les réécouter, toujours grâce à l'outil Zoom. Le groupe est allé assez loin dans les innovations puisque des séances de théâtre à distance ont été lancées avec la complicité de Caroline, leur professeure, pour remplacer les séances en présentiel. Les participants ont travaillé sur des textes, des personnages, des situations. Ils ont même réussi à jouer une intrigue policière avec 6 personnages dans laquelle il fallait retrouver le coupable. Un coupable prévenu à l'avance par Caroline et qui a joué son rôle avec beaucoup de sérieux puisqu'il n'a pas été découvert par tout le monde. Bilan. Les séances étaient suivies par une moyenne de personnes qui oscillaient entre 8 et 20, voire plus du fait de la possibilité de réécouter. Cela a amené des personnes qui ne viennent pas forcément aux permanences ou aux activités en semaine. Le regret de certains était qu'il y avait assez peu de voyants qui se connectaient, peut-être en raison du choix des sujets. En outre, tout repose sur un abonnement Zoom personnel, un simple détail technique pas très compliqué à régler au niveau d'un groupe. Au final, le bilan est extrêmement positif et il est tout à fait possible de garder l'essentiel du projet, même en dehors de toute restriction sanitaire, en particulier pour les personnes qui ne sont pas disponibles dans la journée du fait de leur activité professionnelle. Voir ensemble. Regard croisé. Gardez le cap avec Azimut. Tiré de la newsletter d'Azimut. Azimut, cela vous dit quelque chose? En 2012, puis en 2019, Azimut, architecte et designer dans le numérique, a été mandaté par Voir Ensemble pour refonder son site internet. Outre ses activités digitales, la PME n'hésite pas à se lancer de nouveaux défis. Chaque année, au mois de septembre, Azimut devient organisateur de courses en mer. Un autre regard sur le créateur de notre site. Né de la rencontre entre la classe de bateaux de course IMOCA, qui rassemble les skippers du Vendée Globe, et la société Azimut, basée à Lorient, le défi Azimut est un rendez-vous atypique de la course au large qui conjugue performance, innovation et stratégie. Du sport au meilleur niveau de compétition sur l'eau et beaucoup de convivialité à terre sont la marque de fabrique de cette épreuve dont le succès ne se dément pas depuis 10 ans. Du 9 au 13 septembre 2020, 17 concurrents étaient au départ de la course, dont certains habitués des grandes courses au large. L'épreuve organisée par la PME lorientaise a d'ailleurs tellement bien fait ses preuves qu'elle a été invitée à intégrer le championnat officiel des IMOCA Globe Série 2021. Un succès sportif incontestable, mais pas uniquement. En marge des joutes sportives, le défi réunit les acteurs de l'écosystème l'orienté autour de thématiques économiques, technologiques et environnementales. Événement transversal, le défi permet donc d'expérimenter des solutions technologiques. Photo de la régate avec 4 bateaux IMOCA en compétition pour la victoire. Voir ensemble. Le sens de l'action. Docteur en sociologie, Christine Chaugnot, actuellement adjointe au directeur général et responsable de la mission de recherche et prospective
de l'UNIOPS a travaillé avec Voir Ensemble dans le cadre du séminaire de prospective qui a permis d'apporter des éléments de réflexion pour le futur projet associatif 2021-2030 de l'association. Un moment fondamental pour Voir Ensemble que ce travail de prospective. L'accompagnement de notre association par Christine Chaugnot fait l'objet d'un chapitre entier dans son livre. Retour vers le futur. La question du sens de l'action est souvent présentée comme une mise à l'épreuve dans les associations de solidarité. Pour nombre de salariés, bénévoles, administrateurs, le sens est une motivation essentielle, puis un facteur d'intense déception quand il n'est pas au rendez-vous. Les associations sont, de fait, bien souvent invitées à se recentrer sur leurs fonctions gestionnaires au détriment de la référence aux valeurs et aux projets collectifs qui est pourtant leur essence. De telles logiques conduisent à l'installation d'une relation de service marchand avec les personnes accompagnées, devenues clients, qui laissent peu de place à la vie en commun. Elles fissurent les collectifs de travail en renvoyant chacun aux exigences d'un poste formellement défini, organisé et évaluable. À l'opposé de ces tendances, des associations, comme Voir Ensemble, NDLR, travaillent depuis longtemps sur le terrain à inventer d'autres dynamiques où la référence au sens de l'action prend toute sa place. Photo, couverture du livre. Voir ensemble. Des briques Lego en braille. La célèbre marque danoise a choisi Mario Doux, ergothérapeute spécialisé en basse vision, et Marc Angelier, enseignant spécialisé, membre de l'association Voir, pour mettre au point une méthode tactile internationale, le Lego Braille Bricks, conforme au programme scolaire d'une vingtaine de pays. Celle-ci permet aux enfants d'apprendre à manipuler, à lire et à compter grâce aux petites briques. Le projet Lego Braille a été lancé par la Fondation Lego. L'objectif est d'utiliser le format Lego pour promouvoir le braille, aussi bien pour son apprentissage par les enfants et jeunes déficients visuels de 4 à 18 ans que par leurs pairs d'âge dans le cadre scolaire ou médico-social. L'expérience de terrain des deux professionnels avec les jeunes enfants déficients visuels leur a montré que tout outil, même le meilleur et le plus approprié, doit être intégré dans un concept pédagogique global. Sinon, le risque est élevé que les boîtes de briques braille Lego resteront dans les placards. Les atouts de ce projet. Ces briques constituent un outil à la fois ludique et éducatif. Les briques se présentent avec le même nombre de picots que ceux utilisés dans l'alphabet braille, aussi bien les lettres que les chiffres, et favorisent l'apprentissage tactile du braille grâce à une centaine d'activités détaillées sur le site www.abracadabraille.org. Elle permet de travailler plus d'une centaine d'objectifs scolaires et spécifiques à la déficience visuelle pour les enfants braillistes et leurs camarades de classe. L'inclusion est au cœur du projet puisque ces briques Lego Braille, bien que dédiées aux élèves non-voyants, permettent aussi aux enseignants d'initier au braille toute la classe en milieu ordinaire comme spécialisé. Les boîtes sont distribuées gratuitement par la Fondation Lego par l'intermédiaire de l'association Voir dans la stricte limite du milieu scolaire et des services médico-sociaux en raison du coût important de l'opération. La France n'est pas la seule concernée. 20 pays sont ciblés pour 2020 et 2021.
Les parents d'enfants déficients visuels ne peuvent donc pas prétendre en recevoir directement. Ils peuvent suggérer aux professionnels en charge de l'apprentissage du braille de les demander. Cette association se charge aussi de faire découvrir à tous les utilisateurs l'ensemble des possibilités éducatives de l'outil via des webinaires. L'association Voir est le partenaire français pour la distribution et la mise en œuvre du concept pédagogique de ces briques braille Lego. Après la phase expérimentale sur les 20 pays choisis, la Fondation Lego souhaiterait diffuser en Amérique latine et en Afrique. Un lien avec les activités et contacts de la CSI pourrait intensifier ce partenariat. Photo